Bienvenue dans cet iceberg des SCP les plus dangereux. Plus on va avancer dans la vidéo, plus les SCP seront dangereux, sombres et horribles. Pour ceux qui savent pas, ou ceux qui n'ont pas suivi mes 2 derniers épisodes sur la fondation SCP, un SCP, c'est une chose qu'on ne peut pas classifier. C'est un truc où lorsqu'on le croise dans une ruelle sombre ou dans une forêt, on se dit « wow ». C'est quoi ce truc? Tu vois, genre c'est pas une chèvre, c'est pas un âne. Alors lorsqu'on sait pas ce que c'est, lorsque son origine est inconnue, on appelle ça un SCP. Et on y ajoute un nom juste après pour le catégoriser. Bref, commençons alors tout en haut de l'iceberg avec le SCP-4666. Ce SCP a un nom un peu particulier, il s'appelle l'homme de Yule. Regardez ces illustrations, bordel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on est encore tout en haut de l'iceberg. En menant mes petites enquêtes, j'ai d'abord découvert que la description de ce SCP, c'était ça. Vivre seul au bord d'un lac, ne pas avoir de voisins, pas de vis-à-vis avec qui que ce soit, être seul dans votre petit coin de nature, se lever et entendre le chant des oiseaux, aller ramasser du bois en forêt, ça fait rêver, n'est-ce pas? Eh bien moi pas du tout, surtout depuis que j'ai appris l'existence de ce SCP. Ce SCP c'est quoi? C'est un voyeuriste, obsédé, malsain, sadique, sataniste. Il n'y a pas de mots suffisamment glauques pour le décrire. L'homme de Yule est une version cauchemardesque du Père Noël, que vous ne voudriez jamais rencontrer dans votre vie. Alors voici sa description détaillée. L'homme de Yule est un homme âgé d'origine européenne. Il mesure entre 2 et 2,3 mètres et est capable de se téléporter n'importe où en dessous du 40e parallèle nord. Il n'est actif que durant 12 nuits d'hiver, du 21 décembre au 2 janvier. Chaque année, il se manifeste en moyenne 3,1 fois. Au sein de la fondation, les apparitions du SCP-4666 sont appelées les événements Westnatch. Sachez que chaque événement se déroule en 3 phases. La première, jusqu'à la 7e nuit, les enfants de moins de 8 ans verront un vieil homme grand et nu, les épier depuis la lisière d'un champ ou d'une forêt. Parfois, ils le verront collé à leur fenêtre durant leur sommeil. Les nuits 8 à 11, la maison de ses futures victimes commencera à sentir le rat mort ou les œufs pourris. Les occupants auront beau chercher, ils ne trouveront jamais la source de cette odeur. De plus, la nuit, les membres de la famille, adultes compris, entendront des bruits de pas, comme si quelqu'un marche sur le toit ou dans le grenier. Puis enfin, la nuit 12. Dans 15% des cas, le SCP-4666 va laisser des jouets faits de restes d'humains et s'en ira. Clairement, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à ses victimes, car dans l'autre pourcentage, je préfère ne pas vous faire un dessin. Dans 85% des cas restants, la 12e nuit, lorsque tout le monde sera endormi, il va entrer par effraction et va entamer son rituel. Ses premières victimes sont toujours les adultes. Il va sectionner leurs tendons, puis les rassembler dans une pièce commune. Et c'est là que l'horreur commence. Après avoir réveillé toutes ses victimes, l'homme de Yule va mettre à exécuter ses rites encore inconnus. Parfois, il pend ses victimes au plafond, les pieds en l'air, avant de les laisser se vider de leur sang. Parfois, il les cloue au mur et leur arrache la langue en laissant l'hémorragie les achever. D'autres fois, il suspend ses victimes au-dessus de la cheminée et regarde avec joie les flammes calciner leurs pieds. Ce n'est que lorsqu'il est satisfait qu'il attrape un des enfants de moins de 8 ans et le jette dans son immense sac à dos. Et il faut vous en douter, ce qu'ils attendent n'est pas rose, bien au contraire. Ouais, ce qui est un peu particulier avec ce SCP, et ce qu'on raconte, ou du moins c'est ce que j'ai trouvé durant mon enquête, c'est que le SCP-4666 ne tue pas toujours les enfants. Parfois il les emmène dans une grotte sous terre où ils sont condamnés à fabriquer des jouets. Après, oubliez les jouets en bois, plastique et autres. Non, il utilise que des restes humains pour fabriquer des jouets. Et les enfants qui ont le malheur de désobéir et de tomber malades deviendront soit des jouets, soit finiront rôtis et consommés par ce dernier. Ah, et vous vous souvenez lorsque je vous ai dit qu'il peut se téléporter? Ce n'est pas pour rien, car plus d'une fois, il a kidnappé plusieurs enfants en une nuit. Alors, j'imagine que là vous vous demandez, est-ce qu'on a déjà réussi à capturer une fois ce truc? L'homme de Yule est une anomalie impossible à contenir, mais heureusement, il existe un moyen simple de se protéger. Fuyez les endroits qui remplissent les 2 conditions suivantes. Numéro 1, les petites bourgades rurales et isolées. Et numéro 2, les maisons enneigées. De plus, si vous pouvez éviter d'avoir un enfant de 8 ans chez vous, c'est encore mieux. Ça, messieurs dames, c'était le sommet de l'iceberg. À présent, commençons notre descente dans les enfers de la fondation SCP. Le deuxième SCP dont on va traiter, c'est le SCP-428. On l'appelle la foule. Étrange, n'est-ce pas? Je vais vous lire la description. Toutes les personnes ayant été affectées par le SCP-428 sont perdues. Aucune tentative de sauvetage, ni même de contact avec elle, ne doit être envisagée. La foule n'est pas un SCP comme les autres, elle n'est même pas une seule entité. Non, la foule est un groupe de personnes rassemblées autour d'un amas de chair difforme. Toutes ces personnes sont reliées à cette masse par des cordons de chair. Ressemblant à s'y méprendre à des cordons ombilicaux. Chaque membre de la foule restera là, sur place, à sourire bêtement. C'est hyper glauque, regardez ces illustrations.
Si vous avez le malheur de passer à moins de 2 mètres d'eux, vous êtes quasiment mort. Ils se mettront à vous parler, à essayer de vous convaincre de les rejoindre, pendant qu'ils avanceront vers vous très très vite. Peu importe ce qu'ils vous disent, courez, fuyez le plus loin possible, car vous ne le savez pas, mais vous venez d'activer la deuxième phase de ce SCP. Votre seule chance de vous en sortir est de courir jusqu'à ce qu'ils décident de capturer une autre personne. Car oui, ce SCP a 2 phases. Une phase inactive, durant laquelle la foule va rester à un seul endroit complètement immobile. Puis une phase active, durant laquelle tout humain qui a le malheur de passer à moins de 2 mètres de ce SCP va être poursuivi par celui-ci. La foule n'aura qu'un seul but, vous ajouter à sa collection d'humains. Est-ce que tu as déjà été faire des courses dans un supermarché? Est-ce que tu as déjà vu des foules de personnes attendre pour entrer dans une boutique? Eh bien peut-être que sans faire exprès, tu as croisé ce SCP qu'on appelle la foule. Attention, ne vous dites pas que puisqu'il s'agit d'un amas de personnes, la foule se déplace lentement. Non, bien au contraire. Ses membres bougent de manière synchrone, comme s'il ne s'agissait que d'un seul corps. Heureusement, c'est une anomalie assez facile à contenir. Une fois par mois, un personnel de classe D, avec un QI très faible, est offert comme repas à la foule. Dès qu'il est en contact, plus de 10 secondes avec le SCP-428, comment décrire ce qui lui arrive? Ses organes et ses tissus internes sont transformés en une pâte et sont aspirés par la foule. Puis un liquide jaune, encore non identifié, remplit sa peau. Un peu comme si vous gonfliez un ballon avec de l'eau. À partir de ce moment, il n'y a plus rien d'humain à part l'apparence. Ses souvenirs, ses connaissances, sa voix, sa conscience, tout est désormais absorbé par la foule. À présent, il n'agira plus que selon la conscience collective. Mais alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend un ciseau et qu'on coupe le cordon qui le relie à la foule, il se dégonfle, comme un ballon plein d'eau. Sauf que ce n'est pas de l'eau qui soigne de ses orifices, mais un liquide jaunâtre. Et sa peau vient tomber par terre. Voilà ce qui se passe. On descend encore un peu? C'était pas assez gore pour moi. Le troisième SCP qu'on va regarder, c'est le SCP-3240. Regardez les illustrations de ce SCP. Qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel? Il est classé Yémal. La classe Yémal désigne tous les SCP qui annulent les effets des autres anomalies. Je sais pas trop pourquoi, mais on va vite le comprendre. Imaginez-vous, il est midi, vous marchez dans une ruelle bondée, lorsqu'un homme sale vous approche. Ses dents cassées, sa mauvaise haleine et ses vêtements sales vous écœurent. Logiquement, vous pensez avoir affaire à un mendiant et vous lui tendez une pièce de 1 euro. Mais l'homme refuse. « Je n'ai pas besoin de ça. Je n'en ai plus besoin, » vous dit-il. Et vous aussi, vous n'aurez plus besoin de supporter cet esclavage si vous m'écoutez. Vous vous dites, c'est sûrement un ivrogne. Vous esquissez un pas sur le côté et remettez l'un de vos écouteurs en marche lorsque l'homme arrête votre bras. Il vous regarde droit dans les yeux. Dans son regard, ce n'est pas de l'agressivité que vous voyez, pas même une supplication, mais de la joie. Il dit, « La terre nous donne tout ce dont nous avons besoin quand nous venons au monde, et nous sentons le soleil sur notre visage et le vent sur notre peau. Nous ne mangeons pas les fruits du verdoyant, nous ne goûtons pas sa viande de proie maudite, nous ne la gâchons pas. Nous nous nourrissons par nous-mêmes. » Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Tu te manges toi-même? Vous avez peur. Vous comprenez que vous devez partir et vite. Sans attendre votre reste, vous vous enfuyez à vive allure alors qu'il vous regarde en souriant. Vous ne le savez pas encore, mais vous venez d'éviter l'un des SCP les plus troublants de la Fondation SCP. Le SCP-3240. Ce SCP n'essaiera pas de vous manger, ni de vous sacrifier, ni de vous envoyer dans une dimension de poche pour vous torturer pour l'éternité. Il fera tout l'inverse. Ce SCP vous proposera de manger à votre faim. C'est trop bien, n'est-ce pas? Ouais, non. Alors qu'est-ce que c'est le SCP-3240? Difficile à dire. Il s'agit d'un phénomène ou d'une religion ou d'une secte. Appelez ça comme vous voulez. Cette chose pousse les animaux carnivores à s'auto-cannibaliser. Et par animaux, on inclut également des humains. Tous les jours, dès que le soleil de midi pointe ses rayons, les personnes infectées par SCP-3240 se retrouvent dans un même endroit. Et c'est alors qu'il commence un buffet particulier. Car voyez-vous, dans ce buffet, on n'apporte pas de nourriture aux invités. Dans ce buffet, c'est toutes les personnes qui vont manger qui sont la nourriture. Chacun se met à manger sa propre peau, parfois avec des couteaux, parfois avec les dents. Les couples et les membres d'une même famille s'échangent même leur chair entre eux sur des plats, un peu comme des cadeaux. Ils ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront consommé 10 à 15% de leur masse musculaire. 12 heures après, les membres dévorés auront repoussé. Et même avant qu'ils ne repoussent, les victimes du SCP-3240 ne sont absolument pas gênées par l'absence de chair. Les personnes affectées par le SCP-3240 restent tout à fait normales, à une exception près, elles ne pratiquent plus la chasse et l'agriculture. Pire, il n'est pas rare qu'elles aspergent les champs d'une substance inconnue. Les agriculteurs qui ont été victimes n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Toute leur récolte était calcifiée, comme transformée en pierre. Alors là, vous vous demandez sans doute comment la Fondation SCP cherche à contenir ce fléau. Eh bien, ça risque de vous surprendre, mais elle n'essaye même pas. Ou pour être honnête, elle n'essaie plus. Parce que oui, dans le passé,
passé, ils ont déjà réussi à limiter la propagation de cette anomalie, et ça a été le début de la catastrophe. Soudainement, 80% des plantes entre le 38e sud et le 38e nord se sont mises à pousser plus vite que la normale. Certains végétaux se sont carrément mis à faire pousser des animaux végétariens depuis leurs racines, un peu comme dans les monstres plantes de Jace et les Conquérants de la Lumière. N'attendez pas de voir de magnifiques biches, des élans ou autres sortir de ces racines. Ce sont plutôt des créatures cauchemardesques, difformes, plus grandes que la normale et très agressives, capables de donner naissance à des plantes et à des animaux. Et avant que vous nous posiez la question, oui, ces affreuses bêtes ont aussi donné naissance à des êtres humains. Chaque jour, la nouvelle anomalie s'étendait de 30 km au nord et au sud. Personne au sein de la Fondation ne savait quoi faire. Alors les chercheurs de la Fondation ont préféré garder le statu quo. Une petite population d'infectés au SCP-3240 a été autorisée à le pratiquer. Et l'anomalie a été reclassée Hebnial, alors qu'elle avait été classée sûre auparavant. Allons-y. Descendons encore un peu, c'était pas assez horrible à mon goût. Ce 4e SCP s'appelle le SCP-001-FR. Il s'appelle Tous les anges n'ont pas d'ailes. Comment ça? Ce SCP va soulever des questions qui m'ont vraiment fait bader. Il va soulever des questions genre, et si nous vivions tous dans un rêve? Et si tout ce que nous voyons n'était pas réel? Et si au final, nous étions tous prisonniers de la matrice? Et si au fond, nous ne sommes que des dormeurs, inconscients, qui croient que leur rêve est la réalité? Imaginez-vous, depuis le début, vous êtes juste en train de rêver. Vous n'êtes pas en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Non, c'est un rêve qui va pas tarder à s'arrêter. C'est clairement ce qu'affirme le SCP-001-FR. Ce SCP n'est pas une anomalie comme les autres. C'est pas une entité mangeuse d'hommes, pas une créature mystique. Non, c'est une sorte d'amérindienne, âgée de 21 ans, découverte lors de la conquête de l'Ouest américain. Je dis a vécu, pourtant selon la fondation SCP, elle est toujours vivante, mais en sommeil. Peu importe ce qui se passe autour d'elle, elle ne sort jamais de son monde de rêve. Par contre, la fondation SCP l'a découvert à ses dépens. Il est possible de troubler son sommeil. Et spoiler, c'est une catastrophe. On raconte que lorsque l'humanité a le malheur de la mettre en phase d'éveil, des brèches apparaissent dans le monde entier. Personnes, voitures, bâtiments, continents, planètes, absolument tout est avalé par ces brèches. Imaginez ce qui pourrait se passer si elle se réveille. Juste une seconde. Ça serait la fin de notre réalité. Ou alors, la fin de son rêve. Ou alors nous sommes tous des personnages secondaires de son histoire qui se passe dans son rêve. C'est pour ça que lorsqu'elle se réveille, on disparaît tous. Parce qu'en fait, on n'existe pas, on est juste dans sa tête. Bordel. Messieurs, dames, nous voici tout en bas de l'iceberg. Et voici le dernier SCP de cette vidéo. Le SCP-2718. Ce SCP est tellement bizarre qu'il est non classifié. Juste à côté, il y a l'inscription Damerung décrit. Vous savez, dans la fondation SCP, il y a un truc qu'on appelle le Conseil des 5. Ce sont en gros 5 personnes très haut placées dans la fondation SCP et qui dirigent cette fondation. Et très peu de SCP ont réellement réussi à faire peur au Conseil des 5. Mais le SCP-2718 fait partie des SCP qui ont bouleversé le Conseil. Laissez-moi vous parler du SCP-2718. Déjà, sachez qu'elle est différente de tous les SCP que vous connaissez. Cette anomalie est impossible à détruire et à contenir. Absolument rien ne peut l'arrêter. Et elle touchera toute l'humanité quoi que l'on fasse. L'histoire de la découverte de ce SCP est racontée par Miriam Prater, l'une des membres du Conseil des 5. Voici son journal. Je m'appelle Miriam Prater. J'ai été 057 pendant 77 ans. Et peut-être que je vais encore le rester pendant 7 minutes supplémentaires. Peu importe. C'est pas assez pour concevoir nos chères procédures de confinement spécial dont nous raffolons tous. Depuis que je suis membre du Conseil au 5, j'ai vu 19 méthodes anormales distinctes pour rendre la vie. Les entités utilisées, les méthodes, les instruments, c'est tout bonnement incroyable la diversité des techniques que nous maîtrisons. Fondamentalement, on peut la regrouper en 2 groupes. Les méthodes de réplication, où l'on crée un clone du sujet, et les méthodes temporelles, où l'on inverse les trajectoires spatio-temporelles des particules constituantes du sujet. Ces 2 méthodes ont toutes le même problème. Le sujet n'a jamais de souvenir de sa mort. C'est bête à dire, mais en 2,4 millions d'existences de la race humaine, la fondation SCP n'a aucun témoignage fiable de ce qui nous arrive après la mort. Bien sûr, on a interrogé des SCP sur le sujet. Nous les avons parfois crus, mais après ce qui s'est passé récemment, cette brèche de confinement, je suis persuadé que ces anomalies étaient soit ignorantes, soit elles nous ont volontairement menti. Car, voyez-vous, pour la première fois, on a réussi à ramener un mort de l'au-delà avec tous ses souvenirs. Roger Sheldon, plus connu sous le nom de O511. Je m'emballe, d'autant plus que ce n'est qu'une question de temps avant que les gardes ne forcent la porte. Commençons par le commencement. Roger Sheldon, ou 0511, appelez-le comme vous voulez, était le plus jeune membre du conseil. Il était à peine âgé de 73 ans lors de sa première mort. Autant dire que c'était un enfant aux yeux du reste du conseil. Il avait 2 habitudes particulières pour un O5 que nous tolérions avant, mais plus aujourd'hui. Premièrement, Roger
refusait de se fortifier. Voyez-vous, c'est pas par miracle si tous les membres du conseil, comme moi, vivons des siècles. Nous devons cette longue vie grâce à des traitements d'augmentation de longévité. Après tout, en tant qu'O5, on a accès à tout le savoir de la fondation. Alors, autant en profiter un maximum. Mais Roger les détestait. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi. Deuxièmement, mon ami Roger adorait prendre ses vacances seul et surtout sans prévenir personne. Il avait beau être un 05, cette sale manie de disparaître dans la nature sans être accompagné de garde était vraiment casse-couille. Pardonnez mon langage, mais vraiment casse-couille. Il a encore refait une de ses fugues il y a 18 ans, sauf qu'il n'était plus un robuste jeune homme dans la cinquantaine, mais un papy borné qui refusait de prendre soin de sa santé. Fatalement, arriva ce qui devait arriver. Roger a fait une attaque cardiaque alors qu'il était perché sur un promontoire rocheux juste au-dessus des terres de nidation des iguanes marins. Retrouver son cadavre nous a pris 14 foutues années. 14 années à retourner chaque grain de sable de l'île Espagnola, à essuyer les tempêtes des Galapagos et à endurer le soleil brûlant de l'équateur. Honnêtement, même pour un O5, nous n'aurions pas pu pousser les recherches pendant si longtemps. Mais Roger avait deux choses précieuses pour la fondation. Quelque chose de si vital que sans lui, on ne pouvait pas nommer un autre O5-11. Pour la première de ces choses, c'était une clé. M'en demandez pas plus et ne cherchez pas à en savoir plus, je vous dirai rien. La deuxième chose qui le rendait irremplaçable, c'était un code secret gravé à l'intérieur même de son cerveau. Imaginez notre peine quand on a découvert Roger à l'état de reste de fragments d'eau pourrissants et de merde de faucon. L'équipe de récupération a fait de son mieux. Elle a récupéré Roger et quelques grains de sable avec des balais et des sacs plastiques. On avait la clé et il nous manquait son code secret, son chiboleth. Bien sûr, nous connaissions 19 techniques pour animer les cadavres, mais il restait si peu de Roger que la mission semblait impossible. Mais, il nous restait une dernière carte à jouer. Une méthode si coûteuse, dangereuse et imprévisible que tous les scientifiques de la Fondation ont toujours préféré l'éviter. Nous étions désespérés, nous n'avions pas le luxe d'hésiter. Là aussi, ne cherchez pas à en découvrir plus sur la méthode. 051 la fera sans doute supprimer lors de la purge en cours. Tout ce que vous devez savoir, c'est que Roger est revenu d'entre les morts. À vue d'œil, j'ai trouvé qu'il avait même un peu rajeuni par rapport à mes souvenirs. Pendant quelques instants, il n'a fait que pleurer et ne répondait à aucun stimulus. Clairement, la crispation était visible sur les visages de tous les O5. Heureusement, après 30 minutes à pleurer comme un bébé, il s'est détendu et il a repris une expression sereine. Bien sûr, on l'a interrogé. Juste au ciel, j'avais jamais vu Roger aussi enthousiaste. Par sécurité, on l'a mis en quarantaine. Hors de question de reproduire le même incident qu'avec le SCP. Roger a coopéré. Après 30 jours, rien ne s'était passé. Aucun incident, aucune brèche. Alors on a débattu entre nous. Devions-nous le laisser reprendre sa place? Chacun a avancé ses arguments. Mais je crois profondément qu'en fait, chacun d'entre nous rêvait que lorsque son tour de mourir arrive, qu'il soit réintégré à son poste après avoir été ressuscité. Et les premiers mois, Roger a donné pleine satisfaction à notre hubris. Il a repris ses devoirs avec une vigueur que, je t'avoue, je ne lui connaissais pas. Pour la première fois, il a pris un traitement de fortification et s'est même entouré d'une équipe médicale et de garde du corps. Autre changement notable, la mort lui avait visiblement fait découvrir un concept qui lui était inconnu, l'empathie. Je ne dirais pas que c'était un homme mauvais, loin de là. Seulement, comprenez que Roger était loin d'être empathique avec ses congénères humains. Pourtant, il s'est mis à manifester un intérêt soudain pour la sécurité des protocoles de confinement. Pareil pour les prestations de soins de santé des employés de la Fondation. Plus surprenant encore, Roger a commencé à s'opposer au sacrifice des classes D. Rétrospectivement, je me demande comment on a pu être aussi bête et ne rien voir. Comment ça n'a pas attiré notre attention? Parce que, vraiment, ça aurait dû, car voyez-vous, il nous avait caché à tous le cœur du problème. Il nous avait toujours assuré qu'il ne se souvenait de rien de son existence après la mort, sauf qu'il mentait. Il y a 2 mois environ, Roger est venu me voir. Il m'a demandé si lors de son absence, nous avions trouvé une pièce capable de vivre éternellement. Je sais, c'est surprenant, mais au moment où j'écris ces lignes, la Fondation n'a encore découvert aucun moyen d'accéder à la vie éternelle. Nos meilleurs théoriciens ont même récemment stipulé qu'elle ne nous sera jamais accessible. Et surtout, on ne peut être ressuscité qu'une ou 2 fois grand maximum. Autrement dit, vous, vos enfants, le bébé que vous tenez entre vos mains et nous autres, on va mourir un jour. Et surtout, nous resterons morts. Et j'ai dit tout ça à Roger. Et pendant un instant, j'ai vu la déception dans ses yeux. Moins d'1 semaine après, 052 a reçu la nouvelle d'une brèche protocolaire critique. Roger était entré en contact avec une entité pluripotente de catégorie Apex. Autrement dit, une divinité. Or, Roger n'avait laissé aucune trace. Pas d'enregistrement, pas de rapport, rien. Malheureusement, un des gardes assigné à la sécurisation de l'entité a échoué à un test amnésique aléatoire. Quelqu'un lui avait effacé la mémoire. Et nous devions savoir qui c'était, ce quelqu'un. 052 et moi avons immédiatement soupçonné Roger d'avoir voulu passer un accord avec l'entité. Mais on pouvait rien prouver, ce qui nous ramène enfin à aujourd'hui. Il y a quelques heures, on l'a confronté en privé et il nous a tout avoué. Et surtout, il nous a supplié de l'aider. Par précaution, j'ai enregistré sa plainte. Je vous laisse l'écouter. Je n'ai pas osé en parler avant. Vous ne m'auriez jamais laissé sortir de confinement. La vérité, c'est
que j'ai été conscient de tout. Je suppose qu'il y a eu 1 ou 2 oublis, comme un profond sommeil au début, mais maintenant, je pense que ça n'a pas duré plus d'1 jour. Lentement, mais sûrement, je suis retourné occuper mon corps avec ma conscience comme dans un rêve, engourdi pendant les premières heures, les plus clémentes. J'étais aveugle, sourd et immobile. Mais ensuite, il m'a semblé me reconnecter à chacun de mes nerfs et je suis devenu conscient de chaque sensation, bien plus que jamais je ne l'ai été de mon vivant. Je me percevais moi-même piégé dans une sorte d'objet immobile et l'intensité de la lutte s'est amplifiée, subtile, aiguë, torturante. Je peux pas la décrire complètement, mais imaginez-vous retenir votre respiration au-delà de la démangeaison, au-delà de la douleur, au-delà du désespoir, votre sang palpitant aux tempes et les yeux exorbités, un rêve de suffocation sans fin. Ma peau s'est couverte de cloques et fendue sous le soleil. Les insectes piquants sont descendus rapidement. J'ai senti les œufs éclore, les larves ramper, les gaz s'accumuler et exploser en moi. Chaque cellule éclater, les fluides intestinaux tourner et noircir, et je ne sais pas comment ma capacité à éprouver et retenir ces différentes sensations a augmenté. Et même alors que j'étais douloureusement conscient que mon cerveau était détruit et dévoré, ma perception s'est étendue jusqu'à dans les gésiers des oiseaux, et même les profondes des fourmilières, des fourmis de feu. J'étais conscient de chaque ongle, de chaque brin de cheveux emportés par le vent, et ma sensibilité s'accrochait à eux alors qu'ils arrêtaient leur course dans l'océan et se dissolvaient aux griffes d'1 billion de diatomées. Je ne comprends pas, plus il y avait de morceaux de moi dispersés, plus ma capacité à percevoir la douleur était grande. Alors que je me désagrégeais en morceaux plus petits qu'aucun nerf vivant ne pourrait distinguer, le caractère de mon inconfort a changé. De cette brûlure, douleur et brisure que je pourrais vous évoquer en des termes humains, en quelque chose de pire que je ne peux pas véritablement exprimer. Horriblement, dans un étirement à rendre fou, chaque partie de moi s'éloignait de toutes les autres. Ces hommes qui souffrent de douleurs chroniques souvent finissent par y être un peu plus sourds, n'est-ce pas? Et pourtant, avec chaque année, chaque mois et chaque seconde qui passait, je jure que ça n'a fait que s'intensifier. Au cours de ma vie précédente, j'ai ruminé sur le paradis et l'enfer, les chances que j'aurais d'aller vers l'un, vers l'autre ou quelque part peut-être entre les deux. Aussi terrible que j'ai pu imaginer la torpeur du paradis ou les tourments de l'enfer, c'était tout à fait différent de l'un comme de l'autre. En enfer, au moins, il y aurait sans doute eu un tourmenteur, un souvenir de mes actions, une impression de justice aussi mince soit-elle, même si mon âme aurait refusé sa logique. Je peux imaginer un certain confort en enfer, pour du moins un esprit comme le mien. Je ne crois pas que c'est une punition, je ne crois pas qu'il y ait une cause. Je pense fermement que ce n'est que notre condition, notre nature de finir de cette manière. Vous comprenez? Tout ce temps, j'étais assurément totalement seul, et bien vite, tout souvenir de la vie s'est racorni et a fini en cendres, profondément enfoui sous mon angoisse infinie. Maintenant que je suis à nouveau vivant, je pense que je ne me souviens pas clairement du pire, comme si mon cerveau n'était pas assez grand pour contenir l'expérience. En tant que superviseur, nous voyons, infligeons et subissons de terribles douleurs. Mais ce qui nous attend tous est pire, comme une rage de dents, et pire qu'une piqûre d'abeille, pire que la gélure, pire que la brûlure. J'ai été mort pendant 18 ans, et mon malheur dépasse toute description. Oserions-nous nous essayer à imaginer l'agonie collective, les légions de morts qui nous précèdent? Croyez-moi, je ne retournerai pas à cet état d'existence exécrable, ni dans 100 ans, ni jamais. Oui. J'ai contacté Harriman pour lui demander son aide. Je suis sûr qu'il peut l'étendre à nous tous, s'il le souhaite du moins. Je lui ai offert de grandes concessions de la part de la Fondation, peut-être même sa liberté. Mais il a rigolé et il a refusé. Mais je pense à d'autres qui seraient prêts à négocier à moins grande échelle. Bien que le prix risque d'être aussi... Non, ça n'a pas de prix. N'importe quoi est préférable, du moment que c'est pour toujours. Vous me croyez? Est-ce que vous allez me rejoindre pour qu'ensemble, on échappe à notre destin? S'il vous plaît. Au 5-2 et moi étions sidérés et en même temps empathiques. Mais je crois que le bon mot pour décrire notre ressenti était terrifié. Je ne parviens pas à me rappeler la dernière fois que j'ai senti mon cœur centenaire battre si vite. Roger ne voulait pas révéler sa tromperie au conseil, mais il était désespéré et avait besoin que quelque chose soit fait. Nous nous sommes prestement rendus dans la salle de conférence Alpha. Roger a raconté son témoignage avec encore plus de richesse et de détails qu'il ne l'avait fait devant nous. C'était insoutenable. Et ne me les demandez pas, car je n'ai ni l'envie, ni la capacité émotionnelle de vous les relater. Le débat qui a suivi était tout simplement extraordinaire. Les premiers temps, tous les membres du conseil énonçaient des paroles calmes, inquiètes et pensives. Du 05 dans sa pure splendeur. Mais 058 était devenu blafarde, un peu comme un cadavre. Ironique, non? On doit déclarer la mort humaine SCP. Keter a-t-elle exigé et l'a confiné à tout prix? C'était stupide, mais au moins Roger s'était fait une alliée fiable. Ça l'a poussé à reprendre son récit et à intensifier les récits de sa torture. Tout un récit plein de sensations que je ne dois pas me figurer. Cette nouvelle prise de parole de Roger était l'étincelle qu'il manquait. 053 a crié que l'on exécute toutes les divinités contenues par la Fondation. 056 l'a soutenu et il a proposé même un vote dessus. 053 lui, il a fait une crise de panique et les dernières images qu'on a eues de lui étaient celles de son aide-soignante en train de l'ausculter.
0510 a été convaincu par 053 et 056. Ensuite, il a commencé à hurler et à frapper la table avec sa chaussure. Il est même allé plus loin en demandant qu'on creuse un canal de la source Astrakhan pour fortifier toute l'humanité. C'était le bordel. C'en était trop pour 051. Elle nous a coupé le son à tous et elle s'est levée, le visage rouge et tremblant. Quoi qu'il en soit, de la véracité de l'expérience de 0511, il est clair que nous avons tous perdu la raison. Il n'y a qu'une seule explication possible à ça. C'est pourquoi je déclare la mise en action du protocole d'urgence 17. Restez tous où vous êtes. Nous allons tous prendre des amnésiques de classe A. Sauf vous, Roger. Nous avons commis une grave erreur en vous sortant de confinement. Une erreur que nous allons corriger. Avant qu'elle n'ait pu verrouiller la salle de conférence où 052, Roger et moi étions, Roger avait déjà filé par la porte. Et là, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. J'ai été complètement idiot. Je crois que je voulais juste l'arrêter, mais je me suis retrouvé dehors en manquant de me faire écraser par la cloison. Il ne pouvait plus me voir. Il ne pouvait pas savoir à quel point je voulais respirer le gaz rouge qui remplissait sûrement déjà la pièce. Moi aussi, je voulais oublier. Un seul instant. Un mauvais choix. Voilà comment se terminera ma longue vie. Lutter contre la fondation ? J'ai été aux premières loges. Je sais que nous avons... Enfin, ce qu'ils ont en stock. N'avais plus rien à perdre. Alors, j'ai couru jusqu'au bureau d'aide. Où est-ce que ça m'a amené ? Ne vous y méprenez pas. J'aime la fondation comme j'aurais aimé une fille. Je ne trahis pas la fondation. J'accepte mon sort. Moi, je vous en supplie, ce rapport ne doit pas être effacé ni oublié. Ce n'est plus du confinement, c'est de la folie. J'ai tellement peur. C'est quoi mon problème ? RS ! Oh putain de métier. Emballez-moi vite cet Oscar, sergent. Plus qu'un. C'est quoi ça ? Spécialiste au rapport. Oh putain de Dieu. 2 Oscars, passés à l'ennemi, et maintenant on a le vieux en liberté ? C'est une vraie pluie de merde, monsieur. Limitez le bavardage, sergent. Attendez, monsieur, négatif. Un 06 ne s'est pas échappé, monsieur. D'autres infos arrivent. Répétez. C'est l'inverse. L'autre Oscar, il est entré, monsieur. Il est entré. Connerie ! Ils ont confirmation visuelle, monsieur. D'après les procédures, on le considère mort au combat. Monsieur, cet Oscar utilisait du matériel enregistreur. Ça continue de tourner. Nom de... Coupez tout maintenant ! Spécialiste, allez chercher une équipe pour les risques audio. Et au bas de cours ! Alors voici ce que l'on sait du SCP-2518. Affaire classifiée numéro 1. Il est 9h30 ce matin du 16 juillet dans le Puy-du-Dôme lorsque Matteo, un jeune étudiant auvergnat de 25 ans, se rend compte qu'il est perdu. Matteo, c'est lui, et c'est le genre de mec gentil, aventurier et qui fait du camping sauvage dès qu'il le peut. À ce moment-là, je vous avoue qu'il est pas bien. Non, il se trouve dans une forêt près du village de son enfance, il la connaît par cœur, mais pourtant, ce jour-là, il est perdu. Et quelque chose de bizarre va se produire avec Matteo. L'Auvergne est vaste, et même si la forêt n'est pas connue pour être dangereuse, on peut quand même s'égarer. C'est peut-être la panique ou l'angoisse qui lui fait perdre la tête, et dire qu'il était juste venu camper dans ses bois avec son meilleur ami. C'est lorsqu'il s'apprêtait à faire demi-tour qu'il a entendu un cri. Le sang de Matteo ne fait qu'un tour, parce que oui, il a reconnu la voix de son ami, Nino. Il s'est alors précipité pour aller aider son ami, et lorsqu'il est arrivé sur les lieux, il a été traumatisé. Qu'est-ce que Matteo a vu ce jour-là ? Matteo et son ami Nino ont toujours aimé le camping sauvage et la nature. Dès qu'ils ont été assez grands pour le faire, ils sont partis faire de longues randonnées dans la forêt. D'abord avec leurs parents, puis seuls, dès leurs 16 ans. Ils ont tous les deux quitté la ville pour leurs études. Ils se sont promis de se retrouver tous les étés pour partir une semaine en randonnée dans les bois. Juste tous les deux. Et ils ont continué jusqu'à maintenant. C'était un petit peu le petit rendez-vous à eux. Une amitié forte qui va vite se briser. Aujourd'hui, au moment des faits, ils ont 25 ans, et cette histoire se passe durant leur dernière randonnée. Matteo avait l'habitude de tout noter dans son journal de bord, et il l'a bien fait. Vous allez voir pourquoi. Ouais, ce que je m'apprête à vous raconter, c'est le journal de bord de Matteo. Vendredi 14 juillet, 10h30, nous sommes 2 jours avant les événements. Matteo et Nino sont prêts à prendre la route. Ils sont rentrés dans leur famille depuis 2 jours, et ils sont décidés de partir un peu plus tôt, pour avoir le temps de s'enfoncer dans la forêt assez profondément pour ne pas croiser trop de touristes. Cependant, ils ont entendu des rumeurs qui ne les rassurent pas trop. Apparemment, depuis quelques semaines, des gens disparaissent dans cette forêt. Pas seulement des enfants, des adultes aussi. Il y en a 2 cas de disparition un peu bizarres dans cette forêt. Et ce qui est par contre un peu plus surprenant, c'est que généralement quand il y a des disparitions en forêt, c'est pas quelqu'un qui enlève des gens. Non, c'est juste des gens qui se perdent, ou qui tombent dans un fossé, qui se cassent une jambe, et qui n'arrivent plus à bouger. Bref, c'est rarement un vrai facteur externe, c'est généralement plus une erreur humaine. Mais là où c'est bizarre, c'est que la dernière personne ayant été portée disparue dans cette forêt sont des randonneurs expérimentés, tout comme Matteo et Nino. Mais eux ne sont jamais revenus. Des gardes forestiers et des policiers ont été envoyés sur le lieu, mais seules leurs affaires ont été retrouvées. Aucun site d'eux depuis. C'est quand même assez flippant, vous trouvez pas ? En plus, mis à part des rumeurs, ils n'ont jamais eu la preuve que ces disparitions ont bien eu lieu dans cette forêt. Il ne leur est pas venu à l'esprit une seule fois d'aller voir la police et de leur demander des informations. Ça aurait pu leur permettre de repousser si jamais, mais non. Matteo était persuadé que tout ça n'était que des racotards de personnes qui voulaient du sensationnel, et il a convaincu son ami de partir, finalement. C'est ce qu'il a fait.
ce vendredi-là. Ils avaient tous les deux leurs 2 téléphones satellites, au cas où ils devraient appeler des secours et qu'ils n'auraient pas de réseau. Bref, ils avaient tout prévu. C'est des randonneurs expérimentés, je vous rappelle que ça fait des années qu'à chaque fois, ils vont faire des méga randonnées pendant une semaine. Donc si eux, ils ont un problème, c'est que le problème il est grave. Après avoir vérifié qu'ils avaient tout leur matériel, ils sont partis. La forêt était à un quart d'heure à pied de la sortie de leur petite ville. Alors ils n'ont même pas pris la voiture. Le même jour, à 15h50, Matteo ajoute une note sur son journal de bord. Les 2 garçons ont déjà pas mal marché. Comme ils ont très peu mangé le midi, ils se sont arrêtés au bord de la rivière pour se faire un petit sandwich. Mais quelque chose ne va pas, les 2 le sentent. Et clairement, c'est Nino qui met le doigt dessus en premier. Ils sont sur un sentier habituellement utilisé, mais là, ce jour-là, il n'y a personne. Malgré les rumeurs, le bord de la forêt est généralement assez fréquenté, que ce soit par des familles ou des personnes comme eux. Le bord de la rivière est accessible facilement en voiture. Les randonneurs prennent des détours par des chemins de terre qui rallongent énormément la route, mais au final, pour arriver à leur point, il ne fallait qu'une bonne demi-heure en voiture. Et en plein été, il y avait souvent beaucoup de monde. Ce jour-là, il n'y a rien. Et curieusement, ça a mis les garçons très mal à l'aise. Bon, tu t'en doutes, eux, ils ont pas trop peur. Ils sont juste en mode « Ah, c'est bizarre, il y a personne !» Vous vous en doutez encore une fois, Matteo, c'est vraiment pas le genre à baisser les bras, ni à s'inquiéter pour quoi que ce soit. Alors il a remotivé son ami. Par contre, ils ne sont pas restés très longtemps au bord de l'eau. Ouais, pour le coup, c'est vraiment très étrange pour eux, et ça leur a fait un peu froid dans le dos. Ils ont vite repris leur chemin, et ils savent qu'au moins, ils ne devraient pas croiser grand monde. Et là, il se passe un truc plutôt sympa. Dans le carnet de notes de Matteo, il écrit ceci. Contrairement à ce qu'il pensait, les 2 garçons sont tombés sur un autre couple de randonneuses, aux alentours de 19h. Les 2 jeunes filles ont une petite vingtaine d'années et elles sont un peu moins expérimentées qu'eux. Elles ne connaissent pas vraiment la région, mais comme elles sont fans de randonnée, elles se sont renseignées et elles sont tombées amoureuses du coin, en regardant les photos sur internet. Du coup, elles sont venues tenter l'expérience. Comme les 2 groupes ont une partie du chemin en commun, ils ont décidé de faire la route ensemble. Vers 19h30, ils sont arrivés dans une petite clairière, près d'un point d'eau potable, où ils pourraient planter leur tente tranquillement. D'ailleurs oui, n'oubliez pas que même si l'affaire commence tranquillement, on est dans un épisode de Thread Paranormal sur ma chaîne Noah comme avant. Donc oui, ça va partir en couille, si tu te demandes. Alors qu'ils préparent le repas, les filles leur avouent qu'elles aussi ont entendu les rumeurs qui courent sur la forêt depuis quelques temps. C'est d'ailleurs ce qui les a poussées à venir au final. Elles sont toutes les 2 fans de ce qui peut être paranormal ou étrange. Alors, elles avaient décidé de venir voir s'il y avait quelque chose dans cette forêt. Elles le font très souvent. En général, elles ne trouvent rien. Mais entre les coins magnifiques qu'elles visitent et les frissons qu'elles se donnent, elles vivent vraiment leur meilleure vie. Nino écoute leur histoire, mais ils se sentent de plus en plus mal. Il n'a jamais été le plus courageux des garçons qui existent. Et entendre parler que quelqu'un puisse kidnapper des gens dans cette forêt, ça le met vraiment pas en sécurité. Mais bon, Nino, il sait très bien que Matteo, son 2e pote, ne voudra jamais faire demi-tour. Alors il va rester, et il va prendre son courage à 2 mains. Il préfère ne rien dire et se rassurer tout seul. Il a un très mauvais pressentiment, mais il ne peut pas l'expliquer. Il est là, c'est tout. Quand le sujet change sur une conversation plus joyeuse, il essaye d'oublier ses mauvaises idées et il discute comme si de rien n'était. Il est 23h quand le groupe décide d'aller se coucher. Nino décide de ne pas parler de son ressenti à Matteo et entre dans la tente. C'est pas un bruit, là, dans le buisson? Il se fait des idées et panique pour tout. Matteo s'endort vite, mais très vite Nino sent que la nuit va être longue. Nous sommes le samedi 15 juillet, c'est le lendemain, à 8h23, que Matteo ajoute une nouvelle note à son journal de bord. Tout le monde est debout, prêt à démarrer une toute nouvelle journée. Enfin, pas tout le monde. Nino a des cernes sous les yeux et ne parle pas. Forcément, ça n'échappe pas à Matteo. Nino dit à tout le monde que la première nuit en général, il dort mal, et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Mais Matteo sait très bien que son ami ment. Cependant, il ne l'affichera pas devant les filles, qui doivent les quitter dans la journée. Claire et Sophie, elles, croient à la version de Nino, et ne s'inquiètent pas plus que ça. Il y a une chose, cependant, qu'il faut que je vous dise. Je vous ai parlé de Nino, et de son ressenti, mais je vous ai pas parlé de Matteo. À quoi il pense Matteo depuis le début? Parce que sous ses airs de gars hyper courageux, lui aussi il a peur. La veille au soir, il a entendu des sons très étranges provenir de plus loin dans la forêt. Il a fait semblant de dormir, mais il s'est surtout concentré sur les bruits, et ça l'a clairement pas rassuré. Il n'avait pas situé où, mais il les avait clairement entendus. Il demande innocemment aux filles si elles ont bien dormi, et elles n'ont pas été réveillées par les bruits. Elles lui répondent que non, avant de reprendre la route. L'air de rien, il faut absolument qu'il parle avec Nino, mais il ne peut rien faire tant qu'elles sont encore avec eux. Il va falloir qu'ils prennent son mal en patience. Elles partiraient de leur côté après le repas de midi. Les filles prendraient un chemin parallèle au leur, et un peu plus rapide. Matteo pourrait leur poser toutes les questions qu'il voulait à Nino, mais encore un peu de patience. 13h54. Après avoir mangé un peu, les 2 groupes se séparent. Et oui, c'est le moment en général où ça part en couille. Les filles promettent de retrouver les garçons en ville une fois qu'ils auront fini leur randonnée d'1 semaine, qu'ils pourront aller au restaurant ensemble. Ils ont même échangé leur numéro de téléphone. En temps normal, les 2 amis auraient été vraiment contents d'avoir le numéro de 2 jolies filles. Ils sont célibataires et ils aimeraient bien trouver l'amour un jour. Mais là, des 2 côtés, le cœur n'y est pas. Ils attendent que les filles partent et qu'elles ne puissent pas les voir avant de se rasseoir. Matteo sent que quelque chose est différent dans la forêt, et ça l'effraie. Mais est-ce que les rumeurs peuvent changer l'ambiance d'un lieu? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette forêt pour qu'ils se sentent mal à ce point?
Et j'ai tellement hâte que vous découvriez la suite de l'affaire, bordel. Les deux se demandent maintenant s'ils doivent rebrousser chemin et rentrer chez eux. Mais Matteo tient à finir, même s'il rentre plus tôt. Il sait que sur le chemin qu'ils ont pris, il y a un embrachement qui les ramènerait chez eux en quelques heures. Ils seraient rentrés le lendemain dans la journée. Nino a vraiment très peur, mais Matteo fait tout pour les rassurer. Il ne va rien se passer, tout va bien. C'est juste leur cerveau qui leur joue des tours. Bien sûr. Ils se persuadent de finir au moins ce bout de chemin en prenant toutes les précautions nécessaires. Cordes, lampes, torches. En général, ils n'ont pas besoin, mais cette fois, c'est différent. Toujours le samedi, la veille des événements, à 18h56. Ils ont décidé de s'arrêter plus tôt par précaution. Heureusement, ils ne partent jamais sans être vraiment bien préparés, et ils ont tout ce qu'il faut pour se défendre, dont des crans d'arrêt et des fusées éclairantes. D'un commun accord, ils dormiront à tour de rôle quelques heures pour monter la garde. Dans moins de 24 heures, tout sera fini. Il faudra quand même qu'ils préviennent les autorités. Les bruits qu'ils entendent sont de plus en plus inquiétants. Ils sont même certains qu'ils ont entendu comme un rire bizarre dans les bois. Mais bon, c'est leur imagination qui joue des tours, c'est sûr. Un homme, sans doute, qui s'amuse à faire peur aux voyageurs. C'est sans doute ce qu'on va leur répondre. Mais ils savent que ce rire a pas grand-chose d'humain. Comme les craquements qu'ils entendent depuis maintenant près d'1 heure, depuis qu'ils sont installés. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est peut-être juste une personne qui cherche à leur faire peur, hein. Mais, et si c'était pire? Matteo décide de dormir en premier. Il est épuisé et s'endort presque tout de suite. Ils n'ont pas monté de tente pour agir vite en cas de problème. Il met un moment à s'apercevoir d'une chose. Une chose qui le paralyse de peur. Il n'y a plus aucun bruit. Mais quand je vous dis plus aucun bruit, c'est pas genre on entend encore 2-3 animaux marcher, non, il n'y a plus rien. Comme s'il n'y avait aucun animal dans cette forêt. Ils ont toujours l'habitude le soir d'entendre des petits animaux, des petits trucs là, il n'y a aucun bruit. Nino se retrouve seul devant le feu face à la forêt et à l'obscurité qui tombe peu à peu. Il met un moment à s'apercevoir d'une chose, le vent ne souffle plus et on n'entend aucun bruit provenant des animaux. Ce n'est clairement pas normal, il le sait. Quand il n'y a aucun bruit, c'est qu'il y a un prédateur. Voilà, qui se fait plaisir, et qui s'occupe des petits animaux. Nino serre son arme contre lui en espérant qu'il n'y aura pas à se battre. Il résiste à l'idée de réveiller Matteo, son ami, de dormir. À 2h du matin, il devra le réveiller pour dormir à son tour, mais il ne sait pas si avec la peur, il arrivera à se reposer. Pendant de longues minutes, il a veillé de peur de se faire attaquer, mais le prédateur n'est pas venu. Dimanche 16 juillet, 3h17 du matin. Nous sommes le jour des événements, où tout a basculé pour Matteo et Nino. Cela fait plus d'1 heure que Nino dort, et que Matteo s'est réveillé. Son ami s'est endormi à cause de l'épuisement. Matteo est bien heureux qu'il dorme. Il sent que son ami est bien plus affecté par la situation que lui. Alors il ne dit rien. Lui aussi a remarqué qu'il n'y a pas un bruit, et l'angoisse est devenue sa compagne de la nuit. Il essaie de se rassurer comme il peut, mais tous les signes montrent que quelque chose ne va pas. Il connaît la forêt, il a étudié les animaux, les végétaux. Un silence comme ça, en plus de ça, la nuit est noire. Pas de lune, pas d'étoiles, rien. Il est seul. C'est pas normal. Soudain, un cri retentit dans la nuit. Un cri de terreur et d'horreur infinie. Nino se réveille en sueur, les deux garçons se lèvent et ils ont clairement reconnu la voix de Sophie. Sophie, c'est une des deux filles qu'ils avaient rencontrées quelques heures plus tôt dans la randonnée. Le cri n'a duré que quelques petites secondes. Le silence est retombé sur la forêt. Pourtant, les deux garçons ont été glacés par le hurlement et n'osent même plus bouger. En effet, c'était pas un hurlement de « Oh, tu fais une blague, c'est drôle !» Non, c'est un hurlement de terreur, de peur. Pour rejoindre les filles, il faudrait qu'ils coupent par la forêt, sans chemin ni rien. Ça sert à rien qu'ils se fassent avoir à leur tour en allant les aider. Ils décident d'attendre le lever du jour pour y aller. 7h02. Nino n'a pas réussi à se rendormir, il est sur les nerfs. Dès que l'aube s'est levée, ils sont partis à la recherche des filles, qui sont manifestement bien plus loin qu'ils ne le pensaient. Comment ont-elles pu parcourir tous ces kilomètres en à peine quelques heures la veille? Ils ont pris une décision. Leur portable était chargé, alors ils se sont séparés en se donnant rendez-vous à 10h au même point. Matteo veut à tout prix voir si les filles vont bien, mais cette fois, il oublie la prudence et s'enfonce dans les bois. Seul, avec pour seul repère, une carte et une boussole. C'est le moment où ils se séparent. Ouais! J'aurais jamais fait ça à leur place. Nous sommes le dimanche 16 juillet, 9h30. Cette fois, c'est vraiment critique. Matteo s'est perdu. Il ne reconnaît rien autour de lui. Et tout n'est que silence. Ce même silence qui le hante depuis la veille. Il doit retrouver son chemin et vite. Il doit bientôt retrouver son ami. Il attrape sa carte et la boussole et essaie de se mettre en route vers un chemin. Celui qui lui semble être le plus proche vers le nord. Alors qu'il marche depuis un peu plus de 5 minutes, il entend un cri. Le même que lui et Nino ont entendu pendant la nuit. Sauf que c'est pas une des filles. Cette fois-ci, c'est la voix de Nino qu'il entend. Ouais, il entend un hurlement de son meilleur pote qui est en train de crier dans la forêt. C'est horrible, sachant que lui-même est perdu. Matteo ne réfléchit pas une seule seconde. Il fonce vers l'endroit où il a entendu la voix. Il court sans s'arrêter et soudain il se fige. La peur le paralyse entièrement pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un son aigu, comme une sirène, retentisse. Si forte que même en se bouchant les oreilles, le son lui vrillait les oreilles. Malheureusement à ce moment-là, il s'est évanoui. Est-ce que Matteo a survécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était de si bizarre dans cette forêt? Rassurez-vous, j'ai évidemment la suite des réponses à vos questions. Matteo s'est réveillé à l'hôpital quelques heures plus tard, traumatisé. Il ne se souvenait de rien et a fait une sévère amnésie pendant quelques jours. Les médecins ne lui ont parlé de rien jusqu'à ce que la mémoire lui revienne et qu'il se mette à hurler de toutes ses forces. Il était si agité que les docteurs ont décidé de le placer en psychiatrie pendant quelques temps, où il a retrouvé une personne liée à ce qui s'était passé. C'est là qu'il va retrouver Claire. Claire, c'était la pote de Sophie. Vous vous rappelez les deux filles qui étaient parties faire une randonnée?
L'une de ces deux filles a survécu. Et l'une de ces deux filles est dans le même hôpital, là où il y a Matteo. L'une de ces deux filles peut donc précisément expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Il leur a fallu longtemps avant de pouvoir parler de cette affaire. Ils n'ont pas réussi à décrire ce qu'ils ont vu, mais ils ont pu la dessiner. Et voilà à quoi ça ressemblait. C'est la première fois qu'on a eu un dessin d'une certaine légende qui s'appelle le Siren Head. C'est une sorte de gigantesque créature avec des longues jambes et une sorte de tête de sirène. Ce qui est encore plus bizarre sur cette créature, c'est qu'elle émet un son étrange, extrêmement fort et extrêmement dérangeant de sirène. Ça ressemble à ça. Ce qui est encore plus drôle, c'est que des dessins comme celui-là, on en a vu pas mal. Il y a plein de gens comme ça qui prétendent avoir aperçu cette créature. Est-ce que c'est réel ou pas? On n'en sait rien. Contrairement à ce que tout le monde pense, Siren Head, selon les rumeurs, n'a jamais été attrapé par la Fondation SCP. Et par conséquent, il n'a jamais été référencé. C'est pour ça que cette chose-là s'appelle juste le Siren Head. Et pas SCP-4, 3, 32, 23. C'est sans doute parce que cette chose est considérée comme étant très discrète et qu'elle peut s'adapter à son environnement. C'est une chose immense mais furtive, qui pourrait, selon la rumeur, se métamorphoser. Forcément, s'il se métamorphose, c'est plus simple de se cacher. C'est pour ça que personne ne l'aurait jamais capturé. Il serait très rapide, très agressif et très fort, tuant les humains en leur explosant littéralement les tympans. Et il s'en nourrit ainsi. Apparemment, il les mangerait. Super, Matteo a apparemment eu énormément de chance ce jour-là. Il en gardera des séquelles toute sa vie car maintenant, il doit porter un appareil auditif et il perdra sans doute l'ouïe à un moment ou d'autre. Quant à Nino et Sophie, ils sont toujours portés disparus. SCP-1983-FR. La maison abandonnée. Passons à la deuxième affaire de cette vidéo, dans laquelle on explore les tréfonds de la Fondation SCP. Il est 2h30 du matin, dans une maison au fond des bois dans l'Isère. Tout semble calme, ou presque. Corentin, un jeune homme de 19 ans, fan d'urbex et d'exploration nocturne, entre dans le salon de la maison. Il est effrayé, perdu. Comment peut-on se perdre dans une maison? Manifestement, c'est son cas. Il cherche quelque chose, une porte d'entrée et de sortie, mais il ne trouve rien. Les fenêtres ne s'ouvrent pas. Il est coincé dans cette maison, il a peur de quelque chose. Il marche à pas de loup, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. Puis, ses yeux sont tombés sur une lettre. Et cette lettre lui fait péter un plomb. Il se jette sur la porte, la frappe de toutes ses forces, hurle, et il supplie qu'on le laisse sortir. C'est là qu'il entend un bruit. Un bruit qui l'arrête immédiatement. Corentin se retourne lentement et croise deux grands yeux qui le fixent dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il a vu ce jour-là? Et quel est le SCP-1983, la maison abandonnée? Laissez-moi vous raconter tout ça en vous expliquant l'affaire de Corentin. Corentin avait 19 ans et c'était un étudiant en première année de droit. C'était un garçon qui s'ennuyait assez rapidement et qui aimait l'aventure, les défis et tout ce qui peut faire peur. Et il aimait emmener ses amis avec lui quand il arrivait à les convaincre, mais c'était assez rare. Oui, ses amis étaient un peu plus raisonnables. Alors visiter une maison abandonnée, prétendument hantée, pourquoi pas? Mais plonger dans une forêt inconnue pour forcer la porte d'une maison encore possiblement habitée, certainement pas. Pourtant, c'est bien ce qu'il leur avait proposé. Mais tous avaient refusé. Corentin était du genre à aller trop loin dans ses idées. Et tout le monde a essayé de le dissuader d'aller dans cette maison. Au mieux, il tomberait sur une grand-mère gentille et compréhensive qui pourrait le convaincre de ne pas porter plainte. Au pire, il ne préférait même pas l'imaginer. Corentin n'a pas changé d'avis. Il a décidé d'y aller, un soir, seul, et tant pis pour le reste. Bien sûr, il avait son portable et il pouvait communiquer avec ses amis. 19h30, Corentin a préparé son sac à dos avec 2 lampes torches, des piles, de l'eau, de quoi manger au cas où avant de partir. Le mec avait l'habitude de ce genre d'expédition. Clairement, ça lui a rapporté parfois des soucis avec les autorités. Il y avait une petite heure de route et la nuit commençait tout juste à tomber quand il est arrivé à la maison qu'il visait. Contrairement à ce qu'il pensait, elle se trouvait dans une petite prairie de l'autre côté de la forêt. Elle semblait vide et en regardant par les fenêtres, il a vu que de vieux meubles dans un salon. Il avait au moins la confirmation d'une chose, cette maison n'était pas habitée. Ce qui l'arrangeait vraiment. Il a pris son téléphone et a envoyé une photo de la maison à ses potes. Hé, j'y suis les gars. Putain, mais t'es quand même y allé. T'es fou mec. Fais attention à toi quand même. Elle fout les jetons ta maison là, sérieux. T'as pas envie de rentrer? On aurait pu se faire un truc, oui. Cette dernière phrase a bien failli le faire rentrer chez lui. Parce que oui, Nora, c'est sa petite amie. Et il est avec elle depuis 3 ans. Et même si elle est assez courageuse, elle ne le suit jamais quand il a des idées dangereuses. Comme celle-là. La seule info qu'il avait, c'était que c'était possiblement hanté. Trop bien. On a donc un mec qui va faire une petite expédition pour aller dans une maison hantée. Au milieu de la forêt, rien ne pourrait mal tourner finalement. J'ai parlé un peu vite. Mais au final, il a décidé de rester et d'aller jusqu'au bout. S'il trouvait quelque chose d'intéressant, ses amis regretteraient de ne pas être venus, comme à chaque fois. Donc il comptait bien leur expliquer et leur mettre un peu le seum. 20h41. Après avoir bu un peu et mangé un sandwich, Corentin entre dans la maison. L'ambiance est glaçante. Il n'y a pas un bruit. Les murs sont poussiéreux et le bois craque. Il y a vraiment une atmosphère très étrange qui pourrait en effrayer plus d'un. Mais pas Corentin. Il était assez confiant et il adorait ça. Du coup, il a commencé à avancer vers les escaliers. Car oui, il y avait un étage. Et il s'est dit qu'il redescendrait après. Il a commencé à monter, les planches faisaient un bruit phénoménal. Quand il est arrivé sur la 7ème marche, la porte d'entrée a claqué dans la pièce en dessous de lui, très brutalement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec lui. Il a sursauté. Mais c'était sans doute qu'un courant d'air. Il a continué à monter. Il était vraiment très excité par l'aventure. Arrivé en haut, il a tenté d'envoyer une autre photo.
Mais rien, il ne pouvait pas envoyer sa photo, il n'avait sans doute pas assez de réseau. Il a quand même renvoyé un message. La vache, c'est creepy les gars. On dirait que personne n'a vécu là depuis un siècle. T'exagères un petit peu, non? Non, je te jure, c'est vieux. Il y a de la poussière de partout, c'est vraiment lourd comme ambiance. Ah ouais, t'as trouvé la maison dingue pour fêter Halloween en fait. Ouais, trop bonne idée, faut qu'on aille voir à l'occasion. C'est là que Nora d'ailleurs va quitter le groupe. Bon, apparemment sa copine avait mal pris un truc. Sans doute le fait qu'il préfère visiter cette maison que de passer du temps avec elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle quittait un groupe parce qu'elle boudait. Donc Corentin ne s'en faisait pas. Il lui avait écrit un message avant de continuer sa route. 22h02. La maison était plus grande que ce qu'il pensait. Il était toujours au premier étage et il n'avait pas fini de fouiller. Il venait tout juste d'entrer dans une chambre d'enfant, sans doute une petite fille. Il voulait fouiller la vieille armoire qui se trouvait là. Mais à part des vêtements, rien. Comme si les personnes étaient parties. En fait, ce qui est vraiment bizarre et ce qu'il va raconter, c'est que on a l'impression que des gens habitaient là et sont partis du jour au lendemain, en laissant tout sur place. C'était la même chose dans les autres chambres. De temps en temps, il entendait des petits bruits. Mais rien d'inquiétant, sans doute des rats. Mais pas maintenant. Il venait clairement d'entendre des pas dans la maison. Ils étaient un peu éloignés de lui, mais il les avait très clairement entendus. C'est là que Corentin va être un peu moins serein. Il va envoyer sur le groupe: les gars, je crois que je suis pas tout seul. Comment ça? Arrête, tu vas flipper là. Je t'assure que je viens d'entendre quelqu'un marcher dans la maison. T'es sûr que t'as pas rêvé? Non gros, j'ai pas rêvé, je l'ai vraiment entendu. Bastien a rajouté Nora dans le groupe de discussion. Casse-toi tout de suite de cette maison, j'ai pas envie qu'il t'arrive un truc. Oui, il a raison, tu ferais mieux de partir. Corentin était dur en affaires, et pas vraiment du genre à tout laisser tomber. Mais là ouais, il avait déjà fait une très mauvaise rencontre en urbex, et il avait pas du tout envie que ça recommence. Et alors pour une fois, il a décidé de se montrer raisonnable, et de partir de la maison. 22h58. Cela faisait presque une heure qu'il parcourait doucement le premier étage, et il n'avait toujours pas trouvé l'escalier pour redescendre. Il entendait clairement quelqu'un marcher, parfois au fond du couloir, mais il se cachait, et la personne n'était jamais venue près de lui, comme si elle se cachait elle aussi. En fait, Corentin a vraiment l'impression que là, ils sont deux dans la maison, et que l'un se cache de l'autre. Mais il avait de plus en plus l'impression que la personne se déplaçait tranquillement dans la maison, et il ne l'avait pas entendu. Une chance. Il continuait à se déplacer très tranquillement, quand soudain, il a entendu un cri de rage inhumain. Corentin était pétrifié par la peur, mais ce n'était pas le pire. Il réalisa que les bruits de pas s'étaient transformés en course, et que ça fonçait tout droit dans sa direction. Il n'a pas réfléchi longtemps, il s'est immédiatement enfermé dans un placard en tremblant. Quelques secondes plus tard, des pas se sont fait entendre, tout proche. Quelqu'un était très proche de lui, vraiment très proche. Corentin savait que la personne était dans la pièce. Elle était restée au moins 2 minutes, à tourner, mais elle n'a heureusement jamais ouvert l'armoire. Quelques minutes après son départ, Corentin est sorti de sa cachette. Il devait partir, et vite. Il était sûr d'une chose maintenant, quelqu'un était dans cette maison avec lui, et cette personne n'était clairement pas son ami. Il avait enfin trouvé les escaliers. Il n'avait pas parlé à ses amis de l'incident de la chambre, il ne voulait pas les inquiéter, et encore moins rendre folle Nora. Il savait qu'elle serait capable de le rejoindre s'il y avait le moindre problème, comme tous ses amis d'ailleurs. Mais il allait enfin pouvoir sortir de ça, et c'était vraiment un soulagement. Il a descendu les escaliers sur la pointe des pieds. Il ne voulait pas que l'autre l'entende. Il avait le cœur qui battait à tout rompre. Pour une fois, lors de l'une de ses expéditions, il avait vraiment très peur. Il était quand même heureux que ses amis ne soient pas là. Il s'en serait voulu de les embarquer là-dedans. Il a mis plus de 10 minutes à descendre les escaliers. Normalement, la porte était dans la pièce juste à côté. Mais rien. La porte, elle est où? C'était une petite cuisine délabrée, où se trouvait une odeur étrange, entre la terre et le fer. Il n'y avait rien à voir dans cette cuisine. Et clairement, Corentin n'était plus là pour visiter les lieux, et y trouver des trucs cool. Non, il voulait juste sortir de là, c'est tout. Minuit 51. Il entendait des pas au-dessus de lui. Il s'est immédiatement arrêté. Si lui l'entendait, ça voulait dire qu'on pouvait aussi l'entendre. Il n'avait pas envie de se faire attraper. Il était dans un salon qui était parfaitement normal. Et il a eu l'idée qu'il aurait dû avoir depuis bien longtemps. Il pouvait sortir par la fenêtre. Il s'est déplacé le plus lentement possible et a tenté d'ouvrir la fenêtre, qui ne s'ouvrait pas. Elle était coincée. Il essaie de forcer, mais rien. La poignée s'est même cassée et il est tombé sur le sol. Ça a fait un peu de bruit. De quoi alerter peut-être la deuxième personne qui se trouve actuellement dans la même maison que lui. Malheureusement, il a entendu un cri. Vous savez, le même cri de rage qu'il avait entendu avant, quand la personne avait compris qu'il y avait quelqu'un dans la maison. C'était le même, et il s'est mis à courir. Par chance, cette fois, il était au rez-de-chaussée. Il a pu se cacher intelligemment. Il a entendu les mêmes pas dans la pièce, il pouvait entendre la respiration de la personne, et même de petits grognements. Il avait tellement peur qu'il tremblait. Et si l'inconnu trouvait, s'il était hostile, c'était mauvais. Il n'avait pas de bonnes intentions. Ça, Corentin en était persuadé. Il fallait qu'il trouve cette sortie très rapidement. Il a pris son portable et a regardé son téléphone. Ses amis étaient très inquiets pour lui, et il avait reçu des dizaines de messages. Alors, il a pris sur lui et a envoyé un message pour le rassurer. C'est bon, je suis en bas, je vais pas tarder à trouver la sortie, vous en faites pas. Il a recoupé son téléphone et il avait hâte de sortir d'ici. Il ne tenait pas à mourir dans cette maison. 2h31 du matin. Le temps s'écoule et on est vraiment à 2h du mat là. Ça commence à être tard, bordel. Il regrettait de ne pas avoir écouté ses amis qui lui avaient dit de ne pas venir dans cette maison. Il y avait de plus en plus de bruits étranges. Un rien lui faisait sursauter. D'un côté, c'était sans doute son expérience la plus effrayante. Mais il aurait préféré éviter un fou furieux qui cherchait à l'agresser, voire pire. C'est là qu'il est entré dans un salon très étrange, vintage, avec une grande table en bois, sur laquelle il a trouvé une feuille, une plume et un vieil encrier. Quand il a vu la feuille, il a pété un plomb. C'est un homme qui avait écrit cette feuille. Et le mot, écrit sur la lettre, datait d'il y a sans doute une dizaine d'années. Si vous lisez cette lettre, vous allez mourir. Je suis sans doute mort ici, moi aussi.
Cette maison est l'enfer. On ne peut pas en sortir. Dieu vous protège. Sachant que ça faisait déjà 2 heures que Corentin cherchait la sortie, en voyant ce qu'il avait écrit sur cette lettre, il était clairement pas bien. Corentin pète un plomb, il a hurlé de toutes ses forces. Il s'est jeté sur la porte de la pièce et s'est mis à la frapper, si fort qu'il laissait des marques dans le bois, qu'il a commencé à saigner. Mais quand il s'est arrêté, il a entendu un bruit, un grognement rauque et une respiration lourde, très lourde. Un frisson lui a parcouru le dos. Il s'est retourné et a vu de grands yeux le fixer. C'est sans doute la dernière chose qu'il a vue. Le lendemain, tous ses amis sont inquiétés. Nora est allé voir la police. Mais comme Corentin avait 19 ans et qu'il était adulte, ils n'ont rien fait tout de suite. Il a fallu attendre 10 jours pour que la police fasse enfin quelque chose pour secourir Corentin. Sauf que Corentin n'a jamais été retrouvé. Tout comme les officiers qui sont entrés dans la maison abandonnée. Cette maison est manifestement un mystère. Elle aurait été étudiée par apparemment la fondation SCP et porte le nom de SCP-1983. Elle a été classée Keter, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être confinée, et qu'elle est extrêmement dangereuse. Son nom complet, c'est SCP-1983-FR. C'est une maisonnette d'un étage se trouvant au milieu d'une prairie. Elle aurait été abandonnée après une série de meurtres rituels pratiqués à l'étage de cette maison. Apparemment, il y aurait eu un culte bizarre. Elle est à présent gardée 24 heures sur 24, et il est possible qu'elle soit détruite pour la sécurité des personnes vivant dans les alentours et souhaitent entrer. Le vrai nom de ce SCP, c'est SCP-1983-1, car on sait que, apparemment, certaines créatures humanoïdes très agressives en sortent de temps en temps. On les appelle les SCP-1983-2. C'est la seule chose qui peut sortir de cette maison. Et très clairement, elles semblent hostiles lorsqu'elles sortent de cette maison. La seule manière d'abattre ces choses qui sortent de la maison, c'est de les tirer dessus avec une balle en arme. SCP-87, l'escalier. Dans une école pas très loin de Bordeaux, Naomi, une professeure, descend les escaliers qu'elle commence à trouver très longs. Elle a suivi un élève qui n'avait rien à faire là, puisque c'était interdit. Et elle entend un enfant, très jeune, sans doute un bébé qui pleure, depuis de longues minutes. Elle veut tellement secourir cet enfant, le pauvre, et que fait-il ici d'ailleurs, dans cet escalier sombre, c'est trop bizarre. Elle soupçonne le pire. Elle jette un œil vers le haut de l'escalier, mais elle ne voit rien. Elle peut pas laisser l'enfant, mais il fait trop sombre, et elle voit rien. Elle se demande même si elle ne devrait pas remonter. Non, elle doit continuer. Mais alors qu'elle est sur la prochaine marche, un rire sinistre lui glace le sang. Le genre de rire qui vous fait très peur dès que vous l'entendez. Naomi reste pétrifiée, et l'angoisse s'empare d'elle. Elle le sait. Quelque chose ne va pas avec cet escalier. Messieurs, dames, je vous présente Naomi, la toute première personne à avoir fait connaissance du SCP-87. Enfin, apparemment. Naomi, c'est une jeune femme d'environ 25 ans, et elle était très appréciée pour sa gentillesse et tous les services qu'elle pouvait rendre aux autres professeurs. Mais elle avait quand même un gros défaut. Elle était très curieuse, et ça pouvait un peu lui pourrir la vie au quotidien. Ses collègues la remettaient souvent à sa place, sa famille aussi, au point qu'elle finissait par s'isoler et garder des choses pour elle. Ce n'était pas une grande bavarde, mais du coup, elle était obligée de surveiller son comportement pour ne pas avoir de réflexion. Ça reste pas très cool, mais bon, elle se sentait obligée d'agir comme ça. Elle reportait énormément son affection sur les élèves, et elle aimait beaucoup les aider. Jamais elle n'aurait laissé un enfant en difficulté. Mais un jour, tout a basculé. 15h50. La journée n'a clairement pas été bonne. Ses élèves ont été particulièrement pénibles ce jour-là, sans compter que certains de ses collègues étaient absents. Elle s'est garée dans le grand collège dont elle faisait partie. Il faut savoir que dans ce collège, il y a une aile qui n'est pas utilisée et qui va être en travaux sous peu de temps. Donc personne n'y va. Vraiment. Personne. La direction avait interdit aux élèves d'y aller. Les professeurs pouvaient, mais avec les futurs travaux, c'était vraiment déconseillé. Du coup, c'était vraiment vide. Mais Naomi était tellement mal ce jour-là, et perdue dans ses pensées, qu'elle ne s'est vraiment pas rendu compte de où elle allait. Vous savez ce que c'est quand on réfléchit trop. Parfois, on sait pas trop où on va. Et c'est ce qui lui est arrivé ce jour-là. Quand elle s'est rendue compte qu'elle était là-bas, elle a fait demi-tour. Tout le monde l'aurait fait, clairement. Ce n'est pas un endroit où les gens aimeraient rester. Il faisait froid, c'était poussiéreux, vieux et vide. C'était déjà assez glauque. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu un bruit, sachant que de base, il n'est censé y avoir personne là-bas. Elle a demandé s'il y avait quelqu'un, mais personne lui a répondu. En même temps, si un élève se cachait dans le coin, il n'allait pas se dénoncer, alors qu'il pouvait fuir. Et ça, elle le savait très bien. Alors elle a pris la décision de chercher un petit peu, et d'attraper l'élève qui se baladait ici sans autorisation. Surtout que tous savaient que c'était interdit. Alors, elle s'est mise à le chercher, avec la ferme intention de l'emmener chez le CPE quand elle l'aurait trouvé. 16h18. Après avoir cherché de longues minutes, Naomi a décidé de laisser tomber. Soit elle hallucinait, soit l'élève jouait avec elle, et elle n'avait pas envie de ça. Elle était montée jusqu'au 3e étage, et n'avait toujours pas trouvé celui qui essaie de s'enfuir, sans se faire attraper. Elle s'est avancée doucement vers la sortie, quand elle a entendu du bruit derrière une porte. Elle était dans un couloir sombre dans le fond. Naomi ne l'aurait pas remarqué, s'il n'y avait pas eu de bruit. Elle a décidé d'aller jeter un coup d'œil au cas où, mais elle ne s'attendait pas à tomber sur une cage d'escalier. Il y faisait très noir, et elle n'en voyait pas le bout. Mais si le gamin s'était enfui par là, elle devait essayer de le rattraper. Elle entendait des pas descendre doucement, comme si ça voulait se faire discret. Alors, elle a commencé à descendre elle aussi. Yes! Elle a enfin trouvé où était le petit garçon qui se cachait. 16h32. Ils étaient longs ces escaliers, non? C'est la question qu'il se posait. Elle avait l'impression d'être là depuis trop longtemps. Elle a regardé sa montre et a été surprise de voir que ça faisait presque un quart d'heure qu'elle était là. Elle voulait remonter, mais sa curiosité n'était pas éteinte.
Au contraire, elle était vraiment intriguée par ces escaliers. Elle n'avait peur. Qui n'aurait pas peur dans ces escaliers sombres, sans fenêtre, avec pour seul bruit des pas qui descendent? Tout le monde. Mais sa curiosité était bien plus forte. Alors, elle a continué à suivre ces bruits de pas qui descendent ces escaliers. Encore et encore. Vous auriez continué, vous? Moi je pense pas. 16h46. Naomi était épuisée, vraiment. Elle marchait au ralenti, faisait attention à chaque pas. La luminosité avait baissé encore plus. Elle était mal, elle commençait à avoir la nausée. Et tout ça était provoqué par la peur. Pourtant, elle refusait de remonter tant qu'elle n'avait pas de réponse à toutes ces questions. Où était-elle? Où menaient ces escaliers? Il y avait que 3 étages à l'école. Donc elle avait conscience qu'elle était déjà sous terre depuis un moment. L'école devait avoir beaucoup de choses à cacher pour créer un escalier aussi profond. Qu'est-ce que cela cachait? Soudain, elle a entendu un cri qui lui a glacé le sang. Un cri qui l'aurait mise très en colère si elle n'était pas aussi fatiguée. Un bébé pleurait. Pas les petits pleurs tout mignons, non. Vous savez, ce genre de pleurs où vous savez que le bébé a eu peur, où il ne va pas bien. C'est ça qu'elle a entendu. Ça l'a figé sur place pendant quelques secondes. C'était déjà effrayant. La situation était déjà assez glauque sans ça. Alors, je vous laisse imaginer, elle est là, en train de descendre un escalier dans le noir, et entend un bébé qui pleure en bas de l'escalier. Son instinct maternel a repris le dessus. Les cris la mettaient mal à l'aise, et jouaient sur ses nerfs. Elle ne pouvait pas laisser un bébé là, alors elle a continué, malgré le fait qu'elle voyait presque plus rien devant elle. 16h59. Les cris étaient de plus en plus forts. Les escaliers ne se terminaient pas. Il était vraiment très profond. Combien de marches avait-elle descendu? Combien de kilomètres allait-elle encore parcourir? Elle se pose plein de questions quand soudain, un doute s'insinua dans son esprit. Ces escaliers avaient-ils une fin? Oui, forcément. Mais où? Est-ce que je suis la seule à avoir emprunté ce passage depuis combien de temps? Les cris d'enfant se sont soudain accentués. Elle a senti une larme couler sur sa joue. Elle était à bout. Entendre ce bébé pleurer, c'était trop pour elle. Elle était plus fragile que l'on pouvait penser. Elle s'est remise à avancer. Elle devait absolument sauver cet enfant, qui était sans doute confié à une personne qui ne prenait pas soin de lui. Elle se plaisait à se l'imaginer, et c'est ce qui la tenait debout. 40 minutes plus tard, 17h12. Encore les pleurs, les cris. Et à ça s'est ajouté un rire. Un rire sadique, froid et glaçant. Naomi avait de plus en plus peur de ce qu'elle allait découvrir en bas. Elle espérait vraiment que le bout arriverait bientôt. Cela fait 1 heure qu'il descendait les escaliers sans jamais voir la moindre porte, ni la moindre lumière, rien. Comme s'il n'y avait aucun espoir d'en sortir. Malgré sa sensibilité que beaucoup pourraient prendre pour une faiblesse, elle était forte. Elle ne supportait pas qu'on fasse du mal aux enfants. Là, c'était trop pour elle. Elle devait continuer. Naomi avait froid. Elle avait peur. Elle entendait tous les bruits autour d'elle. Les pas, les cris, les rires. Elle devait continuer coûte que coûte. 17h19. Cette fois, elle ne pouvait plus. La peur l'avait paralysée. Elle sentait une présence dans son dos. Une présence qui ne voulait pas du bien. Bien sûr, quand elle s'est retournée, elle n'a rien vu. Mais elle la sentait toujours derrière elle. Ça, plus tout le reste, elle ne pouvait plus descendre. Elle devait remonter et prévenir les autorités. C'était la seule chose qu'elle pouvait encore faire. Elle a fait demi-tour et a posé le pied sur la première marche des escaliers. C'est là qu'elle a vu un visage blanc énorme qui l'a fixé, les sourcils froncés comme pour l'empêcher de remonter. Malheureusement, elle est tombée en criant. Sauf que personne ne l'a jamais entendu crier. Naomi est, à ce jour, encore portée disparue. Elle a été signalée à la police le lendemain, quand les collègues sont arrivés et qu'ils ont vu ses affaires de la veille posées sur la table. Un élève a disparu, il s'appelait Jonathan, et c'est sans doute le garçon que poursuivait Naomi. Mais ce garçon n'était pas seul, ils étaient 2 à traîner dans l'aile abandonnée. Vous savez comment sont les adolescents, hein? Et il a parlé. En fait, les 2 adolescents étaient venus pour fouiller un peu dans le bâtiment, voir ce qu'ils y trouvaient. Ils savaient très bien que s'ils se faisaient choper, ils passeraient tous les 2 un sale quart d'heure. Alors quand ils ont entendu Naomi, ils ont décidé de se cacher. C'est ce qu'a fait le deuxième. Quand Jonathan a trouvé les escaliers, il a décidé d'attirer la prof et de laisser son copain partir. Alors son pote s'est caché et il a attendu que la prof entre dans la cage d'escalier avant de partir. Après ça, il a regardé un coup dans la pièce et a eu froid dans le dos avant de partir. Sauf que, il n'a jamais revu son ami. Évidemment, apparemment la société SCP serait passée par là. Et je vais vous dire ce qu'on sait de ce spécimen. Je vous présente le SCP-87. C'est un escalier tout simple, basique. Enfin, on pourrait croire. On y entre en passant par une porte en acier. Il y a 13 marches par escalier avant d'atteindre une plateforme et de tourner avant de reprendre un escalier qui continue de descendre. Il n'y a ni éclairage, ni lumière, ni fenêtre. Et vous avez intérêt à venir avec une lumière assez puissante car il absorbe la lumière. Au bout d'un moment, en descendant ces escaliers, on commence à entendre des pleurs de bébé. Et un visage blanc apparaît. Mais ce n'est pas la source des pleurs. Actuellement, on ignore si SCP-87 a une fin ou non. Personne n'en est jamais ressorti. Il était déguisé en placard et verrouillé avec un système assez élaboré. Quelqu'un de lambda ne pourrait pas le faire. Il est classé Euclide. Confiné, mais dangereux. Et c'est déjà la fin de cette enquête au plein cœur de la Fondation SCP. Est-ce une légende ou basée sur des faits réels? On n'en sait rien. Bien sûr, tu peux cliquer sur ton écran pour regarder une autre vidéo. Et oui, ma caméra s'est éteinte parce qu'elle avait plus de batterie. Passez une bonne soirée.